Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien sur le web où nous décryptons pour vous ce qui fait l'actualité nationale, internationale, sociale, culturelle, politique. Vous l'aurez remarqué, le studio a changé et c'est normal. Nous sommes ici au Crans Montana Forum 2018 à Dakhla et en compagnie de mes invités, nous avons essayé de monter ici à Dakhla pour vous donner une vue d'en haut. Vous le savez, cette émission est la vôtre. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, sur notre page Facebook, à travers notre compte Twitter et surtout, likez et partagez et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Les invités qui ont accepté d'être avec moi aujourd'hui sur le plateau sont Madame Nadira El-Girmei, gouverneure, coordinatrice nationale de l'INDH, l'Initiative nationale pour le développement humain. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur le plateau. Angèle Kouemo, directrice générale du Washington Media Group et fondatrice de Believe in Africa. Merci mesdames d'être avec moi sur le plateau aujourd'hui. Alors nous sommes ici à Dakhla, tous pour la même raison, au Crans Montana Forum, où beaucoup de thématiques sont débattues aujourd'hui et pendant les jours à venir. Et une thématique particulière, bien évidemment, et qui revient très souvent, c'est la situation de la femme en Afrique, au Maroc, bien évidemment, et de quelle manière cette émancipation se fait, de quelle manière la femme sera le vecteur de cette coopération sud-sud dont on parle tant. Alors moi, l'idée aujourd'hui, c'est vraiment qu'on sorte de ces discours, de ces vœux pieux qu'on a tout le temps et de voir de quelle manière concrète, aujourd'hui, la femme africaine peut prendre la place qu'elle mérite. Angèle, juste quelques mots sur Believe in Africa avant qu'on parle de ce sujet-là. Merci beaucoup, Faisal. Believe in Africa, c'est une organisation panafricaine qui a pour mission de faire la promotion de l'histoire économique de l'Afrique, avec un gros accent sur le rôle du secteur privé africain et un focus sur la femme et la jeunesse. Donc, on a une agence en France et depuis la semaine dernière, on a créé une agence ici au Maroc. Alors, Madame Girmei, l'INDH, c'est vrai que c'est important, nous sommes ici dans les provinces du Sud, nous sommes à Dakhla et l'INDH a fait énormément depuis 12 ans, énormément de projets. Je suis en train juste de lire des chiffres, on a plus de 6000 projets qui ont bénéficié, c'est ça le chiffre qu'il faut retenir, à près de 800 000 personnes. Moi, ma question c'est, et la femme dans tout ça? Moi, je vous remercie pour cette question parce que c'est une question importante, c'est une question d'actualité et je partage parfaitement votre remarque de dire il faut qu'on arrête de parler mais de passer à l'action. Parce que le problème, et on le vit au quotidien, c'est qu'il y a tellement de slogans, il y a tellement d'idées, il y a tellement de phrases, il y a tellement de discours, mais quand on commence à regarder la réalité, on voit qu'il y a beaucoup de gaps, qu'il y a beaucoup de discordances, qu'il y a beaucoup de paradoxes. Et la question se pose, pourquoi? Si tout le monde partage cette idée de promouvoir la femme et de l'autre côté, on ne trouve pas vraiment les choses concrètes, on se pose la question, pourquoi et comment? Alors nous, dans le cadre de l'INDH, et ça je crois que vous l'avez cité tout à l'heure, depuis le démarrage, la femme, il était au cœur de tous les projets de l'INDH. Ça, ce n'est pas un choix que nous avons fait, mais c'est une instruction de Sa Majesté, c'est une stratégie de Sa Majesté l'Ainsro pour que la femme se trouve en même temps que les jeunes, que les personnes à besoins spécifiques, que les personnes pauvres et exclues. C'est ça, pour finir, si vous voulez, l'essence même de l'INDH, c'est permettre à ces personnes pour les accompagner, pour qu'ils soient vraiment une force de frappe. Et le Maroc a besoin de toutes ces forces vives pour aller vers l'avant. Alors on verra en termes de solutions, on va parler des choses qui ne vont pas et après on verra ce qui marche, parce que justement vous avez des success stories et pour les gens qui sont ici au Crans Montana Forum, il y a un village de l'INDH avec vraiment des expériences réussies. Juste un chiffre par rapport à la parité, et c'est vrai que ça c'est important, et quand on parle de parité, elle est sur plusieurs compartiments. Le dernier rapport du Forum économique mondial classe le Maroc, je crois qu'on est à la 136e place sur 144 pays étudiés. On a un bon élève en Afrique, c'est le Rwanda. C'est le Rwanda. On a des benchmarks à faire pour prendre des best practices à ce niveau-là et essayer de comprendre pourquoi on arrive justement à faire monter la femme de la meilleure des manières possibles. Oui, mais justement, le rôle de la femme n'est pas simplement une question de parité, c'est aussi un impératif économique, parce que l'Afrique perd 95 milliards de dollars à cause de cette discordance. Et là-dessus, c'est vrai que les policies sont souvent intéressantes, mais la clé, c'est l'implémentation.
Je pense qu'au Maroc, il y a une volonté politique. Le roi, avec l'initiative Liens et vraiment que Dieu l'assiste, était vraiment précurseur. Et moi, en tant qu'Africaine, j'ai fait le tour. J'ai fait à peu près 40 pays sur les 54. C'est un modèle de développement qui est intéressant. Peut-être qu'il n'est peut-être pas parfait, mais c'est le seul pays, à mon sens, qui a réussi à sortir les produits du terroir, à accompagner les femmes, bien que des fois, des barrières culturelles. Hein, ce n'est pas au niveau de vous et moi, c'est au niveau de la cellule familiale. On est un continent de macho, ce que vous êtes en train de nous dire? Non, je ne dis pas qu'on est un continent de macho, mais je dis simplement qu'il y a une éducation fondamentale à faire à partir de la base. La femme doit être la maîtresse de son destin, mais à côté de ça, elle est accompagnée de l'homme. Et l'homme joue un rôle important. Je disais tout à l'heure que le plus grand avocat de la femme, c'est les hommes d'abord, parce qu'en plus, maintenant, depuis des siècles, ils ont maîtrisé la machine économique, la machine politique. Ça va demander un effort important, des engagements forts comme ceux de Madame le gouverneur qui est très engagée. Je pense que ce qu'elle fait, l'NDH, n'est pas simplement son boulot, elle est engagée personnellement sur cette question-là. Mais il y a des modèles qui marchent en Afrique, comme le Rwanda, vous avez bien dit. Mais tant qu'on n'a pas de benchmark, qu'on n'a pas d'index, mais pour l'instant, la chance qu'on a, c'est qu'il y a 10 ans, il n'y avait pas de rapport de données chiffrées. Oui. Maintenant, il y a des données chiffrées, on peut faire des analyses année après année et mesurer l'impact qu'on a au niveau de l'équilibre des genres. Madame Galmaï, justement, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de choses qui ont fonctionné? Il y a beaucoup de coopératives où ce sont les femmes, finalement, qui portent et qui, après, ont pris une ampleur assez considérable dans certaines régions. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples? Surtout, comme vous l'avez dit, comment les hommes ont perçu ce type de projet? Alors, si vous permettez, avant de parler de projet, moi je voudrais parler, vous l'avez cité tout à l'heure, mesdames, c'est d'abord les cultures, les barrières et les comportements et les réflexes et les croyances. Ça, c'est quelque chose de très important. Il fallait d'abord, et c'est ce qu'on a fait au départ au niveau de l'IDH, c'est de travailler sur ces croyances qui sont limitantes. De un, travailler également sur les réflexes. Permettre, que ce soit la femme ou l'homme, c'est qu'ils ont des capacités, ils ont des compétences. Ils ont besoin juste qu'on les aide pour les mettre en avant. Et c'est ça, si vous voulez, sur quoi on a travaillé, c'est redonner la confiance aux personnes, surtout à la femme. Parce que la femme était habituée à être au foyer, à faire le ménage, à élever les enfants, et surtout dans le monde rural. Et automatiquement, elle s'est oubliée. Il a oublié qu'il a des compétences. Il a oublié qu'il peut faire des choses. Nous, dans le cadre de l'IDH, surtout dans le monde rural pour la femme, c'est de l'amener à comprendre qu'il a des compétences, qu'il a des potentiels. Mais également, travailler sur les réflexes et sur, je dirais, tout ce qui est ancrage d'idées traditionnelles chez les hommes. Parce que les hommes aussi, d'une manière consciente... C'est dur de lutter contre ça. Écoutez, parce que parfois, vous avez des hommes qui d'une manière ou d'une autre, freinent l'émancipation de la femme. Là, je ne vais pas analyser tout ce qui est psychosociologique, est-ce que parce que ceci ou cela, mais il y a un fait que moi j'ai vécu un cas important, c'est au niveau d'une maison de ce qu'on appelle Dar al-Umuma. C'est une maison où on accompagne les femmes pour d'abord avoir toute une prise en charge pendant la grossesse, l'accouchement et après l'accouchement. Pourquoi? Pour lutter contre la mortalité maternelle infantile. Et dans le monde rural, moi j'ai fait un homme qui a refusé à sa femme d'aller accoucher dans au moment. Pourquoi? Parce qu'il va être avec d'autres personnes et ainsi de suite. 2 ans après, je reviens là-bas, je le retrouve avec sa femme et puis il me dit, la dernière fois, j'ai refusé, ma femme, elle a accouché à la maison, on a perdu le bébé, maintenant elle est là, tout se passe très bien. Donc les mentalités, ça change, les mentalités, voilà. Les mentalités changent. Alors, ils changent comment ces mentalités? Par l'exemple. Il faut montrer l'exemple, il faut montrer qu'il y a des choses qui se passent, qui se réalisent. Et c'est ça ce qui permet que les mentalités changent, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, si on n'a pas de référentiel, on ne peut pas comparer. Mais quand on a l'exemple, quand on montre, automatiquement, ça change. Si je prends les AGR que nous avons ici dans notre petit village, c'est vous regardez les activités génératrices de revenus, le plus sont des femmes. Et nous, les activités génératrices... Ils sont où les hommes pendant ce temps-là? Ils sont chez eux, je crois. Hein. non, mais c'est important. Vous dites que les hommes sont là. On a des. Moi, j'avais une question à vous poser. C'est qu'aujourd'hui, on a tout le temps. On entend ces exemples-là, ces coopératives de femmes qui ont le savoir-faire,
qui ont l'abnégation, qui ont la charge du foyer, et donc qui naturellement vont aller vers du business, aussi petit soit-il. Mais à quel moment on leur permet de, ce qu'on dit en anglais, scalability, c'est-à-dire l'évolutivité, c'est-à-dire essayer de rompre cette espèce de plafond de verre pour ne plus rester dans des petites activités, d'aller pourquoi pas vers l'export, vers d'autres activités qui sont encore plus à valeur ajoutée. Oui, mais justement, déjà pour régler le problème de la barrière et l'opposition masculine qu'il y a, c'est les enrôler. Dès qu'ils sentent l'intérêt qu'ils ont à soutenir leur épouse ou leur sœur, après ça devient plus ou moins facile. Et c'est en cela que quand on a les modèles de référence, les modèles de succès, les success stories, c'est bien facile d'avoir les hommes rejoindre l'effort des femmes dans ce cadre-là. Au niveau de l'accompagnement, c'est vrai qu'il y a une grosse différence entre la femme rurale, enfin, au niveau agricole, hein, c'est le domaine pour lequel je suis. Oui. Pourquoi? Parce que on a pensé avec Being Africa que l'agriculture, c'était un domaine dans lequel ce n'était pas vraiment la chasse gardée des hommes, les femmes étaient déjà pionnières. Elles font 75%, sinon même plus, de la force de travail dans le secteur agricole. Donc il faut simplement les valoriser, leur donner les outils qu'il faut pour aller à l'état supérieur. Mais bien entendu, en milieu rural, il y a des choses qu'ils ne pourront jamais faire quand elles ne savent pas lire et écrire. Mais dans ce cas-là aussi, là où l'intérêt des programmes comme développement humain, c'est d'utiliser la connaissance, le niveau de connaissance de la femme et l'appliquer à son environnement et la rendre autonome. Ça serait très bien qu'elle ne sera pas multimilliardaire, elle ne sera pas agroalimentaire, mais si le réseau est structuré, par le relais des coopératives, on peut arriver à un stade où on passe de plus de 20% de femmes bancarisées, comment on dit en français? Bancarisées en français, ça dit ça? Oui. Donc il n'y a que 20% bancarisées. Soit on passe à 25 à 30%. Si les coopératives ont accès au ministère qui les garantit auprès, les collateral. Ça va permettre déjà avec une structure au-dessus, le groupe d'intérêt économique, je pense GIE, ou même une forme juridique qui est au-delà de la coopérative, leur faire graduer à un autre niveau. Et ça permet d'éviter aussi que leur rôle, leur impact, leur contribution économique ne soit complètement étouffée par la grande mouvance du marché global international. Alors, dernière question, c'est qu'est-ce qu'on attend d'un forum? On va revenir au forum. Qu'est-ce qu'on attend d'un forum comme celui-là? C'est la 4e édition. On voit bien que ça prend de plus en plus d'ampleur. On a des thématiques qui reviennent, avec des gens brillants qui sont en train de discuter, donner des idées, etc. Il faut sortir avec quoi? Bah, écoutez, moi je crois que cette question, on peut répondre d'une façon macro et d'une façon micro, si j'ose m'exprimer ainsi. Si je prends le global, moi je crois que déjà pouvoir réussir ce monde, plus de 1000 personnes qui discutent, qui échangent leurs pratiques, que ce soit bonnes ou mauvaises, parce qu'on apprend également de nos erreurs. C'est déjà très important. Si ces 1000 personnes, chaque personne sorte avec une idée, moi, je crois que l'objectif est atteint. Ça, c'est très important. Il faut quoi, une task force continentale qui soit là pour implémenter ça? C'est ça, il faut que, justement, c'est ça la deuxième partie que je voulais ajouter, c'est qu'il faut vraiment amener qu'il y ait un travail après forum, pour dire, voilà avec quoi on est sorti, mais qu'est-ce qu'on a fait avec ça? Pour que ça ne reste pas des discussions, des propositions et on ne fait rien du tout. Pourquoi ne pas faire un groupe ou quelque chose pour vraiment matérialiser les propositions avec lesquelles on est sorti? Ça, c'est, je dirais, le global. Si je reviens à mon niveau, au niveau de l'INDH, au niveau de l'INDH, moi, je suis passée tout à l'heure et ça m'a fait un grand plaisir de voir que nos coopératives sont en train d'échanger les cartes avec des personnes. Donc, ça veut dire qu'ils vont faire un réseautage, c'est très important, c'est mon objectif. Qu'ils sont en train de vendre leurs produits, c'est très bien. Qu'ils sont également en train de montrer comment faire certains objets, comment les monter, comment les commercialiser. Et moi, à ce niveau-là, je crois que notre objectif au niveau de l'INDH, en termes de réseautage, en termes de valorisation de la personne aussi, parce qu'une personne qui est dans un petit douar très lointain, on la fait venir, c'est la première fois qu'elle vient en avion, c'est la première fois qu'elle se déplace et qu'elle est là, qu'elle présente, c'est la valorisation. Et ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire redonner confiance aux autres qui vont la voir et qui vont dire, donc c'est possible. C'est possible que moi aussi, je peux faire un petit business. Et là, on essaie maintenant d'amener ces femmes de ne plus rester sur le miel, le couscous et tout ça, mais de faire des petites TPE pour qu'elles sortent un petit peu de ce qu'ils sont. C'est ce qu'ils sont en train de faire pour vraiment promouvoir le territoire, promouvoir leur famille
tout en sachant, il ne faut pas oublier que la femme, c'est un modèle pour ses enfants. Quand on a une maman qui est dynamique, qui sort, qui est là, automatiquement, on va le faire. Voilà. Quand on a une maman qui est en parfaite léthargie à la maison enfermée, eh ben, les enfants, qu'est-ce qu'ils vont être? Voilà, donc c'est l'exemple, et c'est ça, c'est très important au niveau de l'idéal. Angèle, vous l'avez dit, vous êtes africaine, mais vous êtes aussi américaine. Alors justement, l'attrait aujourd'hui de ces marchés-là pour des projets américains, est-ce qu'il existe? Est-ce que les États-Unis sont intéressés pour aller investir en Afrique et sur des projets aussi petits soient-ils? Très bonne question, surtout aujourd'hui, après que le secrétaire d'État aux affaires secrétaire d'État aux Affaires étrangères, ministre des Affaires étrangères français, américain, était licencié juste après son voyage pour l'Afrique. Donc, oui, remercie. Du coup ça, on s'interroge sur les signaux, on s'interroge sur le suivi, sur la valeur des engagements qu'il a pris, on s'interroge sur l'intérêt que l'Amérique a pour l'Afrique. On s'est battu pendant des années pour faire de l'Afrique une sorte de priorité, ne serait-ce que sur le plan stratégique et économique. Maintenant, qu'est-ce que ça vaut? Donc, il y a plein, les signaux vont dans tous les sens. Donc, c'est difficile de répondre à votre question. Au niveau des tailles des investissements, et du commerce international, les États-Unis sont intéressés par le marché africain. Ils ont aussi ouvert leur marché aux produits africains. Le Maroc a un accord commercial avec les États-Unis. Je crois qu'en Afrique, c'est le seul accord commercial qui existe. Celui de l'Égypte avec Collaps s'est arrêté, le SACU s'était arrêté en 2006. Au niveau de l'Afrique subsaharienne, les 48 pays, ils ont des droits de préférence. Leurs produits ont un accès sur le marché américain en duty free. Bon, mais maintenant, est-ce que ces politiques-là, ces réglementations sont efficaces? Est-ce que les Africains exportent vraiment aux États-Unis? Je dis oui et non. Il y a des pays qui ont une stratégie comme l'Éthiopie, qui ont le textile qui marche, l'agroalimentaire qui fonctionne déjà. Des pays comme le Maroc, qui a déjà une industrie qui commence à naître. Les produits des terroirs sont tout à fait exportables parce qu'ils ont les standards. Mais dans les pays du sud du Sahara, malheureusement, on a du mal à atteindre ce standard-là. C'est pour ça, vu l'intérêt pour moi en tant qu'Africain d'être au Maroc. Parce que vu que c'est la porte d'entrée et de sortie, si on crée une avenue, surtout avec les femmes que j'encadre, si on crée une plateforme, une sorte de hub femmes agricoles sur le Maroc, on peut très bien utiliser les technologies marocaines pour transformer les produits africains et les dispatcher sur le marché international et même sur le marché africain si le Maroc entre dans... entre vous là à faire, non? Si le Maroc entre dans... Non mais vous, voilà, dans la CEDEAO, à mon avis, ils vont rentrer dans la CEDEAO. C'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif de cette rencontre. Vraiment, dernière question pour vous, Madame Gourmay. Est-ce que les femmes marocaines des provinces du Sud ont une mentalité particulière et une place particulière au niveau du foyer par rapport aux autres femmes du Maroc? Ça, c'est une vraie question parce que quand on tourne, c'est un peu particulier. Écoutez, moi je crois que chaque localité a ses spécificités, a ses traditions, a sa façon de faire. Moi j'ai sillonné tout le Maroc, je ne sais combien de fois, et à chaque fois je trouve quelque chose d'original pour une localité et je ne peux pas généraliser parce que chacun, et d'ailleurs c'est pour ça qu'au niveau des projets de lignage, on a demandé que les projets respectent les spécificités locales. Voilà, pour qu'on respecte justement cette mentalité, cette culture, ce savoir. Donc on ne peut pas, c'est un patrimoine qu'on ne peut pas comme ça enlever. Merci Madame Gourmay, merci Angèle d'avoir été avec nous. Quant à vous, je vous dis à très vite dans Vue d'en haut, spécial Dakhla.